la Première Guerre mondiale avant de partir à 10 000 km en Asie, en Indochine française de l'époque. Voilà, donc Pomme, tu peux me... C'est bon, je démarre. Vous la voyez toutes? Ouais, t'appuies. Voilà, c'est bon, tu la vois la présentation? Moi, c'est parfait. Ok, c'est parti. Donc t'appuies et puis voilà. Voilà. Mais appuie, laisse pas défiler. Appuie sur la flèche. Voilà. Ok. Donc, un peu d'histoire. Ensuite, je vais vous expliquer un petit peu les variétés et leurs particularités. Ensuite, nous allons parler des fermiers des hauts plateaux du Vietnam. C'était la région de Dak Lak essentiellement, mais aussi de Lam Dong et de Gia-Lai. Pour ensuite parler un peu des achats et de quelle manière on processe le café. Puis ensuite, quel est notre rôle de négociant, c'est-à-dire la partie entre les exportateurs au Vietnam ou ailleurs du reste, et le torréfacteur qui se situe en règle générale en Europe, aux États-Unis, en tout cas dans les pays consommateurs. Et puis ensuite, on parlera bien sûr de la consommation typique du Vietnam, et puis après, ça peut débattre sur les autres consommations. Mais bon, c'est quand même un sujet très, très vaste. J'ai dû me calmer pour pas partir dans tous les sens, parce que c'est un sujet passionnant, comme vous allez le voir. Voilà, donc, comme vous le savez sûrement, les premiers arbres de la caféiculture se sont développés en Éthiopie. On raconte que l'histoire, c'est une chèvre qui a mangé beaucoup de cerises de café, est devenue un peu folle, et en fait, c'était la caféine qui l'avait un petit peu shooté. Et donc, eh bien, dès le XVIIe siècle, le café, via le Caire et Constantinople, a rejoint l'Europe. L'Europe, on va dire les royaumes français, italiens et anglais. Voilà. Ensuite, donc, dans les années 1800, on a commencé à introduire les plantations de café en Indochine, essentiellement les plantations d'Arabica. J'y viendrai plus en détail un peu plus tard. Et dès le milieu du 19e siècle, on a vu au Vietnam des plantations d'Arabica autour de Dalat, et les volumes étaient de 2000 tonnes. Aujourd'hui, ça fait pratiquement fois 100, fois 1000, pardon. Voilà. Donc, le café et le tranché. Vous avez sûrement entendu l'expression de boire un jus ou prendre un kawa. Eh ben, tout ça, ça revient de la Première Guerre mondiale. Hein, c'était l'argot des poilus. Du reste, vous allez voir, là, il y a un lien d'un historien qui a fait tout ce jargon, et c'est très intéressant. Donc, le jus désigne le café. Pourquoi on appelait le jus? Parce que c'était un petit peu comme un jus de chaussette ou un jus de chapeau, plutôt couleur claire. Donc, bon, ça remontait le moral des poilus parce que ça les réchauffait. Mais bon, c'était pas un café bien corsé. Donc, ensuite, effectivement, tout au long de la guerre, ils ont eu donc les différents termes. Le kawa, qui vient d'un nom arabe, kawa, qui était dans l'armée des troupes coloniales. Et dès la fin du 19e siècle, c'est apparu dans les rangs de l'armée française et ça remontait en métropole. Ensuite, j'ai perdu la truc, ouais. Voilà. Et ensuite, donc, c'est vrai que pendant la Première Guerre mondiale, beaucoup de pénuries. Donc, c'est vrai que le café a été mélangé souvent avec d'autres poudres, dont essentiellement j'ai un trou de mémoire, dans le nord de la France, la chicorée. Voilà, donc c'était un mélange de café et de chicorée. C'est pour ça que dans le nord de la France, c'est toujours resté dans les traditions. Je ne sais pas s'il y a des ch'tis parmi nous, mais effectivement, il y a parfois plus de chicorée que de café. Et ça, c'est dû encore à la Première Guerre mondiale. Donc, l'abbé Berger disait en 1915 que le café est le stimulant nécessaire. Tiens, Pomme, on a perdu le truc. Pardon, j'ai trop avancé. Ouais, juste avant, avec la croix là où les pauvres déjeuner dans un cimetière. Voilà. Donc, le café, c'est le stimulant nécessaire pour atténuer les effets de la dépression morale et physique produite par les événements. Donc, en dehors du café, donc le café avait un rôle physique, moral et psychologique. Voilà. Et donc là, vous allez pouvoir voir un peu en détail, vous pouvez revenir. Donc, tout le langage est tranché. Hein, le pinard, le fronton, tout ça, ce sont de l'argot qui était dû, donc, utilisé par nos amis, par nos aïeux pendant la Première Guerre mondiale. Alors, on revient maintenant place au café. Alors, il y a deux grandes familles, l'Arabica et le Robusta. Vous pouvez voir sur la photo, les grains sont un peu différents, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile à reconnaître, même en tant que professionnel. Certains rusés mélangent les deux.
Alors, la grande différence, et là je ferai une petite pause parce que c'est fondamental, j'entends beaucoup de gens qui disent « Ah non, surtout pas boire un café le soir ». Alors, oui, mais quel café? Alors, vous pouvez voir, le Robusta a 3% de caféine, donc c'est le stimulant, l'excitant, on va dire, alors que l'Arabica, on a 2 fois moins. C'est-à-dire que soit vous pouvez boire 2 fois plus d'Arabica, ou alors vous pouvez boire un Arabica, et c'est pas pour autant qu'il va vous exciter. Alors après, selon les personnalités, on est plus ou moins sensible à la caféine. Mais c'est vrai qu'un bon Arabica fin de la Colombie, du Costa Rica, va pas vous énerver, alors qu'un bon petit Robusta vietnamien le matin, il peut bien vous mettre de bonne humeur tout au long de la journée. Donc voilà, ça c'est quand même important de le souligner. Et on va dire alors je pourrais parler des heures sur la différence entre l'Arabica et le Robusta, mais les 3 grandes différences sont là. C'est au niveau du taux de la caféine. Le Robusta est un arbre plus résistant aux maladies, donc plus facile à produire et moins coûteux, parce qu'il y a des meilleurs rendements, il y a moins de pertes. Et en général, c'est un café qui pousse à basse altitude, donc c'est aussi plus facile pour les paysans. On peut planter ça sur les plateaux, je dirais c'est ce qui se passe au Vietnam, et pas besoin de chercher les plantes volcaniques comme on peut en voir en Colombie, en Amérique centrale ou en Éthiopie, etc. Et effectivement, on va dire que l'Arabica a quand même est plus fin en termes de goût et d'odeur. Donc là, c'est une petite récapitulation encore. Attention, l'Arabica représente pratiquement 70% de la production mondiale. Donc le monde entier consomme quand même plus d'Arabica que de Robusta. Voilà. Alors là, on peut faire une petite pause. Rapidement, vous voyez en rouge tous les pays producteurs de Robusta, c'est-à-dire essentiellement l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. L'Angola était un très beau pays, mais il a complètement tout perdu à cause de la guerre avec Savimbi et tout le Beans des années 80, malheureusement. Pareil pour le Zaïre. Donc, tous les pauvres pays qui sont en crise, il n'y a plus vraiment de plantation de café parce que le café nécessite une logistique assez conséquente. Nous avons bien sûr la partie Indochine avec le Vietnam, la Thaïlande, l'Europe et le Laos, hein, dans cette zone-là. Alors en Indonésie, c'est de l'Arabica et du Robusta. Ce serait plutôt rouge que jaune, mais on va dire que c'est moitié-moitié, avec donc, toute la péninsule, que ce soit sur Java ou sur Sumatra. En Afrique, on a plutôt les Arabica en vert du côté de l'Afrique de l'Est, sud-est, avec Kenya, Éthiopie, Mozambique, Tanzanie, des très beaux cafés, et l'Ouganda qui se trouve au milieu, qui est un pays qui produit les 2 types. Et ensuite, quand on arrive sur l'Amérique du Sud, bien sûr, le Brésil, qui est le plus gros producteur au monde, que ce soit en Arabica, et numéro 2 en Robusta. Et ensuite, on remonte l'Amérique du Sud encore avec la Colombie, des très beaux Arabica, et ensuite tous les petits pays de l'Amérique centrale, Costa Rica, Panama, Honduras, Nicaragua, jusqu'au Mexique. Ça, ce sont des zones d'Arabica, essentiellement compte tenu aussi des terres volcaniques et en haute altitude. Et vous voyez un peu en dessous la répartition. Donc le Vietnam, quand même, constitue pratiquement 40% de la production mondiale de Robusta. Donc on est quand même... Le Vietnam est arrivé en 20 ans en pole position, ce qui est une performance assez exceptionnelle, mais quand on connaît nos amis vietnamiens, ça ne nous surprend pas. Bon, voilà. Pomme, j'ai perdu l'écran. Là, je suis là. C'est bon? Non? Non, il n'y a plus d'écran. Comment il n'y a plus d'écran? Est-ce que pour tout le monde aussi, ça s'est fermé? On voit plus le partage, pas, oui. Ouais. Excusez-moi, comprends pas. Bougez pas. En général, si tu sors de la présentation, tu la perds. Donc, tu reviennes sur la présentation. Et là, mais je suis dessus, là. Parce que je voulais faire rentrer des gens en même temps. Refais un partage d'écran. Reva sur le meeting, le Meet Google, et refais le partage d'écran. Tu as dû perdre ton partage d'écran. Je vous prie de m'excuser. Voilà, on voit la différence entre les spécialistes et les présentateurs du dimanche. C'est pas grave. Moi, j'essaie de le récupérer sur mon truc, et puis je vous dis. Et là? Voilà, c'est bon. Maintenant, n'y touche plus. Voilà. Ah mais tout le monde veut rentrer en même temps, c'est pas facile, hein. Allez, c'est parti. Ouais. Non, mais tu dois pouvoir les faire rentrer. C'est bon. Allons-y. Vas-y, François. Voilà. Donc, comme j'expliquais, vous voyez là, vous avez 2 belles photos
faites au Vietnam de plantation de Robusta et d'Arabica. Vous voyez le Robusta comme est un arbre qui est en plus grosse production, une densité à l'hectare bien plus conséquente, parce que c'est un arbre plus résistant. Vous voyez là, le Arabica, il a pratiquement un tiers de moins, un peu moins peut-être 50% de moins de cerises. Alors ça, je vous rentre un peu dans le détail après, mais ça, vous voyez différentes cerises à différents stades de maturation. Donc juste pour vous dire, le café, c'est pas un grand arbre, hein. Il doit faire entre 2,50 m et 3 mètres de hauteur en fonction des années. Et donc c'est comme le raisin, ça, c'est des grappes qui se mettent donc sur les tiges d'arbres, et il faut pratiquement 7 mois de maturation. Là, vous voyez à gauche, l'Arabica est presque prêt à la récolte, alors que le Robusta, lui, il faut encore attendre 1 mois et demi avant que toutes les cerises soient uniformes et soient rouges pour être récoltées. Voilà. Donc là, vous voyez un arbre, encore un Robusta qui n'est pas du tout mûr. Là, il faut encore attendre encore 3 mois. Alors, un petit peu de blabla sur les hauts plateaux. Alors, les fermiers des hauts plateaux. Alors, en 25 ans, le Vietnam est devenu le deuxième producteur mondial, avec 30 millions de sacs. C'est colossal. C'est 1,8 million de tonnes. Je vous disais au départ, quand les Français sont arrivés, on produisait 2000 tonnes. Après le Brésil, qui est 60 millions. Donc, le Brésil est 2 fois plus gros que le Vietnam. Donc, c'était un grand pari de la part du gouvernement, qui, suite à la guerre, a besoin de se refaire. Il s'est refait d'abord avec le riz, bien sûr, dans la partie sud du Vietnam et dans le nord. Et après, il avait besoin de cash, de parler un peu vulgairement, et le café était une bonne source de revenus pour avoir des dollars. Donc il y a eu des déplacements de population du nord vers le centre, afin d'accentuer la manœuvre et de pouvoir développer toutes ces cultures du café sur les hauts plateaux. Alors pour revenir sur les hauts plateaux, je fais une petite parenthèse. Donc les hauts plateaux, ça se situe... pardon, je fais juste une petite parenthèse. Les hauts plateaux, c'est entre les provinces de Dak Dong, de Dak Lak, de Lamdong, où Dalat est la capitale, jusque Pleiku et Kantum. Voilà, donc c'est au sud du 17e, et c'est là où 80% du café vietnamien est produit. Donc comme vous disiez tout à l'heure, Pomme, on a appelé le café l'or vert, parce que dans les années 78, la tonne de café était en train de talonner le cours du pétrole. C'était les 2 commodities les plus chères au monde. On va le voir un peu plus tard. Le café est coté en bourse. Donc, comme j'expliquais, dans les années 90, 95 et 2000 surtout, on a eu une migration de paysans qui faisaient pousser du riz essentiellement sur les côtes, sont venus s'installer sur les hauts plateaux. Donc, il y a eu pas mal de coupes, bien sûr, et ils ont remplacé un petit peu le travail des minorités ethniques qui faisaient la plantation de café d'une manière un peu sporadique, derrière leur jardin avec les 3 cochons et les 3 poulets. Donc on est arrivé sur des plantations à 500 voire 1000 hectares qui étaient donc ce qu'on appelle les kolkhozes, les sovkhozes du système socialiste, les fermes d'État, donc, et aussi l'armée. Donc ils avaient des grosses plantations, et puis petit à petit, les familles vietnamiennes ont pris le dessus et ont commencé à faire la production monoculture, qui a été une réussite, on va dire, jusqu'à les années 2000. Et ensuite, ils ont vu un peu les problèmes de la monoculture, puisque quand le marché se casse la figure, eh bien sûr, les revenus se cassent la figure et se retrouvent un peu dans des situations un peu difficiles et délicates. Donc voilà. Alors, pour vous donner une idée, voilà, là, vous avez une petite carte. Donc, toutes les questions, le 17e qui passe au-dessus de la zone verte. Donc ça, c'est toutes les parties des hauts plateaux. Alors, il y a Dong Nai qui n'est pas les hauts plateaux où se trouve Ta Lai. Aujourd'hui, c'est vraiment une petite zone de production. La production totale représente quand même 600 000 hectares. C'est quand même pas mal. 95% de Robusta, 5% d'Arabica, 4 provinces principales. Et ça fait quand même vivre 500 000 familles de caféiculteurs. Je ne sais pas comment on dit en français, pardon. De producteurs de café. Excusez-moi. Maintenant, après 25 ans, je mange un peu mon français. Donc voilà. Donc c'est quand même pas négligeable comme une économie, surtout dans les provinces. En plus, là, oui. Pardon, oui. J'ai une petite question pour toi, juste, je t'interromps pas, mais pour te demander, c'est vrai qu'on n'entend pas tant parler que ça du café vietnamien, alors qu'on découvre grâce à toi que c'est finalement un des plus gros producteurs de la planète, c'est impressionnant.
Bah oui, c'est un peu un je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, moi j'ai un peu le nez dans le guidon, donc je me suis jamais trop posé la question. Pour moi, c'est évident. Après, je pense qu'on pense souvent au café Chung Yuen ou les cafés qu'on voit dans la rue, et on oublie que ça représente 10% de la production et tout le reste est exporté. Donc on voit pas tous ces mouvements d'export qui restent à un niveau professionnel, à moins d'aller passer des vacances dans les hauts plateaux, qui peut être une belle destination du reste. On peut démarrer de Tala et remonter jusqu'à Pleiku, Kantoum, c'est magnifique, avec beaucoup de minorités ethniques. Bon, enfin, on va pas rentrer dans le tourisme, ça pourrait être un autre sujet. Mais voilà, c'est quand on bouge en Vietnam qu'on découvre que dans toutes ces zones-là, la présence du café est omniprésente. Alors là, je vous ai montré une petite photo là qui est sympa. En fait, bien sûr, comme toute fleur, il faut une pollinisation. Et les abeilles, ils contribuent beaucoup. Et du reste, je pense, entre parenthèses, si vous pouvez acheter du miel de café, c'est un des plus propres. Comme vous savez, les abeilles, malheureusement, en pollinisant, quand elles vont sur des plantes qui sont plombées par les pesticides, ramènent avec le pollen des cochonneries qui vont se retrouver dans votre miel. Alors là, je ne fais pas une promotion, je n'ai pas de société de miel, donc je n'ai rien à en tirer. Mais il est vrai que comme la floraison se passe avant, de toute façon, sur le robusta en général, vous avez très peu de pesticides. Il y a des intrants en termes de fertilisants, qui peuvent être du NPK, mais ça n'affecte pas directement les fleurs. Donc les fleurs sont relativement propres. Donc le miel de café est propre. Voilà, entre parenthèses. Donc si vous avez du miel de café ou faire des réserves, prenez du miel de café. D'abord, il est bon et il est propre. Voilà, en petite parenthèse. Bon à savoir, merci François. Voilà, acheter du miel de café. Alors, quelques chiffres. Les fermiers de haut plateau, alors bien sûr, ils sont maintenant, depuis les années 95-2000, issus des Nhi King, qui sont donc nos amis vietnamiens, mais il y a aussi 15% sont des minorités ethniques, donc ce n'est quand même pas négligeable, qui sont les Koho, que vous retrouvez beaucoup dans la région de Lambong, les Menong, les Dé, les Djarai et les Thaï. Alors les Menong et les Djarai sont plutôt sur le haut plateau, et les Thaï plutôt dans le nord du Vietnam, ils font plutôt de l'arabica. Voilà, on ne va pas trop rentrer en détail là-dedans parce que ça pourrait faire aussi un sujet de discussion. Donc là, vous avez une jolie femme Koho en train de harvester le Robusta. Là, vous avez une femme Thaï à son là dans le nord du Vietnam qui récolte l'arabica en novembre. Donc plus ou moins, les récoltes sont assez similaires à un mois près. Alors ça tombe bien parce qu'il y a un mois, j'ai fait un sondage auprès de 300 fermiers. Donc vous avez des statistiques très très récentes sur l'état aujourd'hui des paysans des hauts plateaux. Donc on arrive quand même à des chiffres, des nombres assez étranges, assez particuliers. 92% des fermiers ont quand même simplement 2 hectares. Alors, ce n'est pas énorme. Et dans ces 92% de la population des fermiers, 28% sont sous 1 hectare. Donc ça fait comme des revenus assez modestes, voire pratiquement pauvres quand le marché se casse la figure. Mais heureusement, là je n'ai pas marqué, mais heureusement depuis 10 ans, les planteurs de café se sont diversifiés et ont planté d'autres arbres, autres que le café. Alors ensuite, on va parler... Alors, pour 66% des fermiers, 50% de leurs revenus sont quand même issus de la caféiculture, ce qui n'est pas encore négligeable. Avant, c'était 100%. Donc c'est déjà bien, ils ont réussi un peu à diversifier leur plantation, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec essentiellement des avocats, du durian, la noix de cajou, un peu de caoutchouc et du poivre. Voilà. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que même si le marché du café baisse ou monte, en règle générale, si on fait une demande, quand j'ai posé la question aux paysans, quelles sont sur les 10 prochaines années les 2 productions que vous souhaiteriez continuer à produire, il y a le café en tête et puis le durian, vous voyez, en deuxième position, donc ce qui est quand même pas négligeable. Et le café aujourd'hui, parce que les prix ont fortement remonté suite à des gelées au Brésil au mois de juillet, un paysan qui produit 3 tonnes sur 1 hectare, comme génère $6 000 de revenus. Si on retire un tiers de coût, ça fait quand même $4 000 net dans leur poche. Donc ça fait à peu près $350 par mois. Alors c'est pas énorme, mais $350 par mois pour un paysan, plus
Les autres plantations, c'est correct. Alors, rapidement, donc effectivement, comme je vous disais, les revenus des fermiers sont très liés au niveau des cours mondiaux, qui sont cotés à New York et à Londres. Londres, c'est pour le Robusta, New York, c'est pour l'Arabica. Donc, on ne va pas rentrer dans la technicité parce que ça prend du temps. Mais effectivement, le problème, a posteriori, bien sûr, mais à l'époque, comme je vous disais, les gouvernements avaient besoin de créer de la main-d'œuvre, du boulot et de générer du cash en dollars. Donc, le gouvernement est allé dans une production massive. Donc, bien sûr, au détriment de la qualité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, aussi pour répondre à votre question, Pomme, pourquoi on n'entend pas trop parler du Vietnam à l'export, c'est que c'est les gros Nestlé et Kraft essentiellement qui achètent le café vietnamien pour faire des mélanges dans le soluble. Le fameux soluble, ce qu'on appelle aussi le café instantané. Donc effectivement, le Vietnam a eu pendant très longtemps et continue aujourd'hui à avoir des décotes par rapport au marché. Voilà. Alors après, on peut discuter, c'est pas juste, mais c'est comme ça. En 20 ans, il y a eu quand même des cours très très bas. Je me souviens en 2003 ou 2004, les prix ont atteint $300 la tonne. Donc c'était 6 fois moins que les coûts de production. Ça a été dramatique. Du reste, vous voyez là sur cette photo, plein de terrains tout jeunes. Tout ça, en fait, ça a été défriché il y a beaucoup d'années parce que le prix était complètement ridicule. Et à aujourd'hui, les fermiers replantent parce qu'on arrive sur des niveaux. Aujourd'hui, on est à $2000. Donc c'est quand même nettement mieux. Alors bon, ça fait partie. Le café fait partie de la loi de l'offre et de la demande, avec ses effets néfastes dans les années 2000. Mais aujourd'hui, voilà. Donc c'est toujours une question d'offre et de demande. Hein. Alors tout ça, ça s'est pas fait d'une manière magique et magnifique non plus. Là encore, ça pourrait être un sujet magnifique à parler de la déforestation, des états des lieux au Vietnam. J'en ai fait un petit peu là en 2018 par rapport aux impacts. Vous allez voir ce qui est intéressant, c'est que donc si on prend la superficie totale du Vietnam, on parle de 33 millions d'hectares, okay, donc à peu près un peu moins de fois que la surface de la France. La couverture arborée, c'est-à-dire que c'est toutes les plantations, d'accord. Donc c'est forêts, plantations de caoutchouc, café, thé, non pas thé, c'est des petits arbres de thé, mais cachou, thé. Les arbres, que ce soit des arbres à papier, les plantations de teck, etc. C'est pratiquement un peu moins de la moitié. C'est quand même pas négligeable. Si on prend les forêts primaires, recule, Pomme. Les forêts primaires, c'est que 42% de cette couverture arborée. C'était pratiquement le double il y a 50 ans. Hein. Voilà. Alors, si on regarde la perte entre 2002 et 2018, on voit qu'il y a eu 625 000 hectares de forêts primaires qui ont disparu, qui ont brûlé. Pas brûlé ou disparu en trafic. Et quand on regarde, là j'essaie de faire une petite association qui n'est pas vraiment véridique, mais qui est intéressante. Je vous ai dit tout à l'heure, les plantations, tout le café représente 600 000 hectares. Alors je ne vais pas dire que le café a contribué à la destruction massive de 600 000 hectares de forêts primaires. Ça ne serait pas juste de blâmer la caféiculture, mais quand même, 600 000 hectares en moins de forêt et 600 000 hectares en plus de caféiers. C'est pas vrai parce qu'il y a eu beaucoup aussi le poivre, pour faire une petite parenthèse, le Vietnam est le premier exportateur de poivre. Le poivre, pareil, on est passé de 10 000 hectares à 200 000 hectares. Donc le poivre est aussi un gros contributeur de la déforestation, comme la noix de cajou. Et pour moi, si je dois faire une petite green touch éco-bobo dans notre forum, je dirais la première commodité à bannir ou à réduire, c'est la noix de cajou. Parce que c'est une saloperie. Ça acidifie les sols, c'est moche, ça fait très peu de couverture ombragée, il y a très peu de plantations qui peuvent pousser sous les noix de cajou. Donc, c'est pas pour me défausser de mon mauvais rôle de négociant de café, mais je pense qu'objectivement, la noix de cajou, consommer avec modération. J'ajoute, François, qu'on a vu pas mal de reportages passer sur toutes les conséquences aussi que ça a sur les ouvrières, notamment sur leurs doigts, sur ce qu'elles respirent comme poussière. Oui. C'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on en parle. Exactement. Le café, ça reste quand même une plantation assez agréable à travailler. Bon, quand je dis agréable, comme vous disiez, c'est pas néfaste pour la santé.
Voilà, puis bien sûr, il y a eu la coupe de bois illicite qui a bien sûr contribué à tous ces milliers d'hectares de forêt. Mais bon, on en reparlera un peu plus tard, dans la prochaine conférence. Voilà, donc là, j'étais je m'étais planqué derrière un arbre qui venait d'être abattu dans la province de Djalai. Et puis là, on a notre brave paysan qui comprend pas tout, mais qui a besoin de vivre comme tout le monde. Et vous voyez au fond des plantations de café sur la photo, des forêts primaires magnifiques. Ça, c'est dans la province de Dak Nong, donc au sud de Daklak, à 5 heures de route de Saigon. Alors, juste pour vous montrer, s'il y en a parmi vous quelques personnes financières, donc comme je vous disais, le café est lié aux cours mondiaux. Donc là, je vous parlais du Robusta, qui est lié à Londres. Donc là, je vous ai tiré un trait rouge. On va dire que le trait rouge, c'est un prix moyen correct, mais en dessous, ça commence à être maigre. Donc, on peut voir quand même qu'en 20 ans, bon là, c'est sur 8 ans, mais bon, si on faisait une moyenne sur 20 ans, on aurait à peu près les mêmes ratios de fluctuation des cours. Les paysans s'en sortent quand même pas trop mal, en règle générale. C'est pour ça qu'il y a eu comme un enrichissement massif des hauts plateaux. J'aurais pu vous montrer des photos d'il y a 20 ans des conditions des paysans et aujourd'hui, c'est tout un autre monde. Aujourd'hui, un paysan qui a 2 hectares peut se permettre d'envoyer ses enfants à Saigon étudier ou dans les universités de bas méthode. Voilà. Donc, il est vrai, on va dire pour résumer, que la caféiculture vietnamienne a enrichi les paysans. Même s'il y a eu des coups très durs, là vous voyez en dessous de la barre rouge, là ils se serrent la ceinture et c'est pas facile, ils doivent emprunter à des taux exorbitants, 10-12%, voire même 20% quand ils empruntent aux mauvais collecteurs qui abusent de leur gentillesse. Mais bon, malheureusement, ça fait partie du système. Mais en règle générale, ils s'en sortent plutôt pas trop mal. Sauf, on va dire, pour les minorités ethniques, où c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc ça, je ne sais pas, est-ce qu'on en fait les questions après ou est-ce qu'on fait des questions maintenant Ben écoute, si vous avez des questions d'ores et déjà sur ce qu'on a vu avec François, n'hésitez pas, on vous laisse quelques secondes pour réagir. Parce que là, on va parler après d'un autre sujet qui est, bon, tout est lié, mais là, on part dans la partie trading, mécanique. Est-ce que vous avez des questions sur la partie, la caféiculture, sur les termes un peu techniques allez-y. On continue ? Allez, on continue. François, c'est parti. Vous voyez toujours la presse ? Ok. C'est bon, François, tu vois la présentation ? Tout à fait. Allez, go. Très bien. Alors, donc là, on passe au troisième thème, les achats, l'usinage et l'export. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir entre le fermier et le consommateur final qui se trouve, on va dire, à Paris ou à Marseille ou à Lyon, il y a au moins, parce que ça peut être le double, 7 intermédiaires. Alors, chaque intermédiaire ne prend pas des énormes marges, mais bon, ça rallonge bien sûr le process. Chacun a un rôle défini que je vais définir tout à l'heure. Donc, pour changer un peu le style de la maison, je vais vous passer une petite vidéo que j'ai faite moi pour ma société. C'est un promotionnel parce que de toute façon, la société, maintenant, on n'exporte plus, donc voilà. Mais au moins, ça va vous donner un petit peu une idée de comment ça se passe. Reviens en arrière, Pomme. Revenez en arrière, puis appuyez sur le lien Google. Attends. YouTube, pardon, le lien YouTube. Voilà. Appuyez sur juste au milieu. Au milieu. Mais oui, ça revient en arrière. C'est bizarre, la presse. J'ai l'impression que le lien n'est pas actif, François. Ah, zut. Ouais. Ah, bon. C'est pas grave. Tu sais quoi, si c'est ça, on le renverra à part à la fin de la présentation. Vous le renverrez. Voilà, vous le renverrez pour regarder tranquillement. Ça dure 2-3 minutes. Ça vous donne un petit peu... voilà, il y a des photos de drones, des usines, des plantations et tout ça. Donc, le rôle du fermier, bien sûr, c'est de produire, de récolter les cerises. Ensuite, il les sèche sur le sol. Alors là encore, on ne va pas rentrer en détail, mais la grande différence entre un café cher et un café pas cher, c'est qu'au Vietnam, ils le foutent par terre devant leurs cochons et leurs canards et leurs poulets sur une toile un peu déchirée. Donc, ça prend de la poussière, c'est pas très propre, s'il pleut. Donc voilà, il y a tout un système de process qui est fait en amont qui est important. Par exemple, en Amérique centrale, ils vont le laver tout de suite. Donc, c'est pour ça que vous avez à la fin un café qui peut avoir le double, voire le triple du prix qu'un café vietnamien. Ensuite, il est décortiqué avec des machines. Donc, le décortiqué, au milieu de la photo, vous allez voir, c'est les cerises rouges qui sont pratiquement noires, en fait. Non, noires. Qui sont arrivées à maturité, en noir, voilà. Donc, les cerises, c'est les rouges, François, et les décortiqués, c'est les noirs, c'est ça ? Alors, ça commence au vert, sur les arbres. Ensuite, elles deviennent rouges sur les arbres. Et idéalement, c'est le moment de la récolte. Parce que si on la récolte trop verte,
comme tous les fruits, ça donne un fruit un peu acide, immature. Donc, il faut attendre la maturité. Donc, ça devient une fève rouge-noire et qui va devenir noir-noir en séchant. Voilà, ça prend à peu près 15 jours, 10 à 15 jours sous le soleil pour devenir noir. Une fois que ces cerises sont bien sèches, il met dans des machines pour casser, vous allez voir un peu plus loin, pour casser cette cerise et pour extraire les fèves. Excusez-moi, j'ai juste une question. Du coup, où est-ce qu'on peut trouver et acheter du café vietnamien si la plupart part à l'export? Ah non, vous avez quand même encore 10%, donc vous avez plus de 200 000 tonnes au Vietnam. Donc il y en a une pagaille, ne vous inquiétez pas. Il y en a plein partout. Et au contraire, on en parlera un petit peu à la fin. Le marché vietnamien est en train de se développer avec des goûts particuliers, avec des mélanges. Donc non, là, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez de n'importe quel prix au Vietnam. Ok, donc vous nous donnerez les bonnes adresses. Oui, je vous donnerai les bonnes adresses. Donc ensuite, le fermier va délivrer en sac les vieux sacs de riz recyclés en 60 kg chez les collecteurs ou usiniers du village. Attends, revenons en arrière. Je suis désolée, ça avance tout seul, vas-y. Non, c'est rien. Voilà. Ensuite, le collecteur qu'on appelle Coyotes en Amérique centrale, donc il a un rôle en fonction des pays plus ou moins sain, parce qu'en fait, il va parfois financer les paysans à des taux élevés, ce qui n'est pas trop le cas au Vietnam quand même. Il paie cash les fèves du café. Donc le paysan arrive, le café sur son dos, il délivre, il prend son pognon et il repart chez lui. Ou picoler, tout dépend si sa femme contrôle un peu le pognon ou pas. Et le collecteur donc va stocker le café, puis ensuite va les livrer à l'usinier. Alors l'usinier peut acheter le café et achète en général le café auprès de plusieurs collecteurs. Il va nettoyer les fèves des corps étrangers, donc il va cribler le café avec des machines. Vous allez voir dans la vidéo tout à l'heure. Donc pour retirer les grains de maïs, des bouts de pierre, des bouts de bois, des feuilles, un peu n'importe quoi, mais tout ça c'est nettoyé. Ensuite, il va le cribler, c'est-à-dire que les fèves de café vont avoir plusieurs tailles, la plus grosse à la plus petite, et donc ça, il va les séparer, parce qu'il y a une valeur ajoutée. Plus le café est gros, c'est un peu couillon, mais c'est comme ça, plus il est gros, plus il est cher. Et heureusement, maintenant, depuis une dizaine d'années, les usiniers se sont équipés de matériaux assez sophistiqués avec des color sorteurs, c'est-à-dire avec du criblage par couleur. C'est-à-dire que tous les corps étrangers noirs, marrons vont sortir. Donc on va avoir un beau café bien unifié à la sortie. Et il peut aussi les polir, donc simplement comme une paire de chaussures, c'est une policheuse qui va retirer toutes les petites particules, toutes les petites pellicules autour du café pour faire un beau café luisant, bien attractif. Et là, il les vend à l'exportateur. Donc c'est sur la prochaine page. L'exportateur, en général, lui aussi a des machines pour reprocesser le café. D'accord ? Il a parfois plusieurs, en fonction de ses capitaux, il a plusieurs usines, soit autour de Saigon, soit dans les provinces. Cet exportateur va vendre sur une base FOB, avec des maisons de négoce comme la nôtre, et va exporter le café en sac de jute de 60 kg. Alors ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans les années 2000, il y avait à peu près 100 exportateurs. Aujourd'hui, il y en a une trentaine. Donc vous avez ça quand même de 100 à 30. Donc ça a chuté en 20 ans. Voilà. Comment t'expliques ça alors que la production a augmenté ? Eh ben, les riches sont devenus plus riches, les petits qui ont fait des conneries se sont cassés la gueule, ont perdu du pognon. C'est vrai que des 10 premières années, on avait quand même des taux d'emprunt pratiquement à 12-15% en dong. Donc ça a quand même découragé beaucoup de gens. Quand on a 15% d'emprunt par an, mais quand même ça fait très cher. Et puis les FDI, donc les foreign companies, sont venus avec des taux à 3-4% et ont récupéré une bonne part du marché. Aussi, il faut reconnaître qu'à l'époque, c'était un peu des cow-boys et que les Vietnamiens n'avaient pas une très bonne note dans le négoce international. Certaines sociétés étaient sérieuses, certaines étaient un peu... c'était un peu des escrocs. Hein. Donc beaucoup de sociétés ont perdu du pognon et se sont dit maintenant on investit. Donc ils sont venus au Vietnam, ils ont investi plusieurs millions de dollars pour s'approcher du paysan sans acheter directement au paysan, parce que ça a toujours été interdit par l'État vietnamien. En tant qu'étranger, nous n'avons pas le droit d'acheter directement à nos braves paysans. Donc on achète aux collecteurs, aux usiniers, mais pas aux paysans. Donc les FDI ont repris un peu du poil de la bête et représentent aujourd'hui un tiers des exportateurs. Alors à l'époque, 90%, ce qui était intéressant, 90% des sociétés venaient des sociétés d'État, qui étaient soit des fermes d'État,
soit des comités provinciaux, soit des ministères, soit de l'armée, ou même du comité central de la province. Alors, je n'explique pas, moi, quand je suis arrivé en 98, c'était la guerre entre eux, entre le Compop, les provinces, l'armée, c'était un peu le bins. Ils s'en sortaient quand même bien, mais tout ça maintenant, c'est fini. Il y en a très très peu maintenant qui sont à 100% d'instituts étatiques. Aujourd'hui, c'est des joint ventures, ou soit ils ont ouvert le capital à leurs salariés, et c'est devenu, on va dire, c'est devenu des sociétés comme on peut avoir dans les autres pays producteurs au Brésil ou ailleurs. Voilà pour la partie processeurs locaux. Maintenant, on vient à notre joli rôle de négociant et jusqu'au torréfacteur. Donc, je pense que vous vous souvenez tous de la publicité de Jacques Vabre, El Gringo, qui sentait le café quand ils allaient acheter le café dans les hauts plateaux colombiens. Eh bien, c'est ça. Notre négociant, c'est El Gringo. C'est-à-dire qu'on est là pour négocier les achats du café. Alors, je fais une petite parenthèse parce qu'on a été accusé à maintes reprises et à défaut par beaucoup de NGO, ONG qui nous ont accusés d'être des mauvais négociants. On étranglait le pauvre paysan et on était des milliardaires et tout ça. Bon, c'est des conneries, c'est pas vrai. Je suis pas là pour me défendre, mais pour défendre quand même le travail que nous faisons. On n'est pas dans cet état d'esprit, vous allez voir pourquoi. D'abord, le négociant n'est pas un courtier. Alors là, je vous parle de négociant du café, mais c'est pareil pour le négociant des fèves de cacao, que ça soit aussi le coton, le blé, tout ce qui est négociant de matières premières. On a un rôle assez bien spécifique et commun. Donc on n'est pas des courtiers. C'est-à-dire qu'on achète, on finance et on porte les stocks. C'est-à-dire qu'on a comme une responsabilité importante. On achète les stocks dans les pays de production, que ce soit le Brésil, l'Indonésie, le Vietnam, et on les porte jusqu'à la destination. Donc on sert un peu de tampon entre l'exportateur et le torréfacteur. Et ensuite, on prend des positions. On peut acheter du café en avance ou on peut vendre du café en avance. Et ça, c'est notre rôle. Donc on prend des risques. On achète ou on vend en avance. Voilà, Pomme. Et alors, bonjour François, Isabelle Maté. J'ai une question pour toi. Oui. El Gringo, tu sais, quand on voit ces images d'El Gringo qui va voir le fermier et qui choisit lui-même son café, en fait, le café, il est plutôt choisi sur sa qualité auprès de l'exportateur, mais en aucun cas, finalement, sur la qualité de son pied, de son terrain, etc., etc. Alors, bonne question. Alors, cette partie de Gringo, en fait, aujourd'hui, est plutôt faite par les exportateurs qui ont des équipes pour aller voir les collecteurs et, s'ils le peuvent, les fermiers. Parce qu'effectivement, tout au long de ces 20 dernières années, avec le développement de Fairtrade, avec le développement des direct purchase, excusez-moi, je ne sais plus comment dire en français, des achats en direct, en fait, pour le Max Havelaar, par exemple, où c'est de l'achat en direct, effectivement, l'exportateur et le négociant vont faire un peu plus attention et vont procéder à l'analyse des caféiers sur place. Voilà. Mais dans le négoce mondial, ça représente, on va dire aujourd'hui, 2-3% des transactions. Donc c'est encore ridicule, mais on y arrive. On y arrive et on y arrivera de plus en plus quand le consommateur aura compris cela, qu'effectivement, parfois, il faut mieux acheter un petit peu plus cher ou voir un même prix directement par on appelle ça un circuit court, hein, qui permettent effectivement d'acheter un bon prix au meilleur prix au fermier. Mais c'est vrai. Quand on te vend un café éco-responsable qui respecte le fermier, ça veut dire qu'il y a une transparence dans la chaîne de valeur. Oui. D'accord. Oui. Elle n'est pas forcément complètement totale, mais il y a quand même, on va dire, 50% de vrai. Donc, je vous incite à continuer à acheter ce type de café. Parce que bon, il y a comme des frais de structure. Bon, on ne va pas revenir en détail là-dessus, mais oui, je pense qu'il faut développer ce type d'achat. Mais c'est aussi notre rôle en tant que négociant. Moi, je vais souvent, bon, aujourd'hui, cette année, on était un peu coincés, mais chaque année, je vais au moins, 5, 6, voire 10 fois, entre 6 et 10 fois, voir les paysans. Alors, pas pour faire de l'achat direct, mais pour voir comment se situe la production en termes de qualité et de quantité. Mais on arrive sur des niveaux de volume assez importants. Donc, c'est pas que, effectivement, je peux. Moi, si j'achète auprès de ce paysan 1 tonne, il va disparaître dans mes mélanges. En café vert, je ne vais pas pouvoir dire, bah tiens, ça c'est le café de M. Chung à Plécou.
sauf à Talaï, où on développe, nous, du partenariat avec 6 familles de paysans, et là, je le vends en tant que Talaï. Donc là, je fais du micro processing et farming. Mais on est dans 2 mondes différents, entre le volume de masse, qui reste encore la priorité du Vietnam, et le volume segmenté, particulier, qui se trouve surtout dans les pays d'Amérique centrale ou d'Afrique de l'Est. Parce que c'est des cafés plus chers et meilleurs. Donc ça justifie un meilleur prix, et donc le consommateur est prêt à acheter bien plus cher parce qu'il a un bien meilleur café. Mais le Vietnam, il change. Le Vietnam arrive sur ces types de production et de vente. Voilà. Donc j'ai répondu à votre question, Isabelle. C'est Isabelle, oui. Pardon. Oui, Isabelle Maté, que tu connais. Voilà, Isabelle. Oui, Isabelle. Oui, pardon. Mais comme je vous vois comme un point d'interrogation. Donc voilà. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est le négociant. Nous, on n'est pas des spéculateurs. On spécule parce qu'on ne fait pas assez d'argent, mais notre métier n'est pas de spéculer. Parce qu'on a des marchés financiers. Le marché financier nous propose des outils pour se protéger, ce qu'on appelle les marchés à terme ou les options. Voilà, je ne vais pas trop rentrer en détail, mais ça nous permet de jongler entre quand les cours se cassent la figure ou qui montent. Alors quand on dit, moi j'ai encore des copains qui me disent « Oh, le prix du marché a monté, tu te fais plein de pognon », non, c'est pas vrai. C'est pas parce que le marché monte ou le marché baisse que je vais gagner plus ou moins d'argent. Mais ça encore, on ne va pas rentrer en détail là-dessus. Alors comme vous allez voir, donc, notre métier est fascinant parce qu'on est complètement entre les acheteurs, les vendeurs, et donc on est sur tous les fuseaux horaires du monde. Alors moi, je m'occupe de la partie entre l'Inde et l'Indonésie, mais celui qui est en France ou en Belgique se retrouve entre le Brésil et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Voilà. Pareil, comme pour les exportateurs, le nombre de maisons de négoce mondiales est en forte chute. Aujourd'hui, il n'y en a presque plus en France. Il y en avait 5 dans les années 90. Et aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une ou 2. Donc pareil, pourquoi ? Pourquoi aussi, c'est que quand même, je vous dis que le métier de négociant n'est pas spéculé, mais beaucoup de mes confrères ont spéculé, ils sont pris des grosses claques. Donc il y a eu quand même pas mal de faillites, tristement, dues à cela. C'est qui aujourd'hui les grandes maisons en France ? Il y a la maison Touton, qui est à Bordeaux, qui fait du café et du cacao. Ils ont aussi un gros département d'épices. Et puis après, il y a des importateurs, Maison Langlois, Maison Jobin, Maison Quillet, qui se trouvent dans les ports essentiellement traditionnels, Le Havre et Marseille. Okay. Voilà. Mais ça, c'est des importateurs. Donc, ils sont je n'ai pas voulu en parler là parce que ça, on va trop dans le détail, mais l'importateur est entre le négociant et le torréfacteur. Soit le torréfacteur, les petits torréfacteurs que vous voyez dans les rues à Lyon, à Paris, à Nantes, en général achètent aux importateurs parce que c'est des micro-lots. C'est une palette, c'est une tonne, 2 tonnes, alors que le torréfacteur comme Nestlé, Lavazza, Kraft va nous acheter au moins un conteneur, minimum. Un conteneur, c'est 18 tonnes. Et parfois, c'est 1000, 2000, 3000 tonnes. Donc là encore, dans le secteur du café, il y a quand même différents niveaux d'opération et transactionnels. Okay. Voilà. Je ne vais pas trop vous assommer avec le métier de négociant. Ensuite, donc, on va passer... Au torréfacteur ? Bah oui, vas-y, tourne la page. Je tourne la page. Voilà, normalement ça va. C'est bon là ? Alors voilà. Donc la torréfaction. Alors pareil, la torréfaction, on peut en parler des heures. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en fait, l'art de la torréfaction, c'est une torréfaction du grain à peu près à 200 degrés. Entre 1 minute, 1 minute et demie et 2 minutes. Si on brûle le café, on fait disparaître beaucoup d'arômes qui se volatilisent. Par contre, comme les Vietnamiens, ils essaient de taper très haut la torréfaction pour justement aller chercher les derniers arômes avant qu'ils se perdent. Donc tout l'enjeu pour le torréfacteur, c'est de trouver un bon profil de cuisson du café qui est un juste milieu entre le corps, donc le corps c'est ce qu'on appelle l'épaisseur en bouche et la puissance que vous avez dans la bouche, et l'arôme, c'est-à-dire la richesse des saveurs et aussi l'acidité. Alors l'acidité, c'est ce qu'on a surtout dans les arabicas, ce qu'on a moins dans les robustas. Donc on en reviendra après dans la consommation. Qu'est-ce qui est mieux, un robusta ou un arabica? Ça, c'est une question de goût et de couleur, mais on en parlera plus tard. Voilà, donc les graines de café, on peut relever jusqu'à 800 arômes. Donc c'est colossal, c'est très 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 complexe. Vous allez donc là, je vous ai montré la roue du café, qu'on retrouve aussi dans la roue du vin. Le café, tout comme le vin, est un produit de terroir, fort de plus de 800 caractéristiques aromatiques qui composent le profil organoleptique
C'était ça le nom technique. Oui, c'est ça. C'est ça le terme qu'il faut qu'on retienne, François. Organoleptique, ça veut dire qu'il vient du café, c'est ça? Qui vient du café. Organogramme, qui est en fait tout l'organigramme entre les goûts, les arômes. Et donc là, je vous laisse rentrer en détail, c'est colossal. Et qui dépend donc de la variété, du terroir, de la méthode de cueillette, de la méthode du processing, du lavage, du cessage, de la torréfaction. Si le café est resté trop longtemps en stock, plus la filière est courte, mieux c'est. Mais après, il y a du snobisme parmi les grands torréfacteurs de café comme Starbucks qui vont vendre un café qui a 4 ans. Hein, ils vont dire il est magnifique. Bon, moi, je sais pas, hein, après chacun ses goûts. Mais bon, voilà. C'est tout un art. Donc, même si la torréfaction... Alors, les grands torréfacteurs mondiaux se trouvent dans les pays, en Europe, aux États-Unis, dans les pays consommateurs, hein, pour faire simple, qui sont essentiellement Nestlé, Kraft, Lavazza, Chibo et UCC Japon, qui représentent 50% des mondiaux, des achats mondiaux. Donc, on est quand même pratiquement dans une... je ne vais pas dire dans un cartel, mais surtout avec aujourd'hui le Covid, a accentué la puissance de ces groupes mondiaux au détriment des petits torréfacteurs de rue qu'on a essentiellement en Espagne, en Italie, même en France, en Belgique. Et ça, je dirais que c'est un petit peu dramatique, parce que moi, même en tant que négociant, moi, je m'amuse, et c'est notre métier, c'est de vendre un lot, ce lot-là, particulier, à un petit torréfacteur de rue en Italie. Parce que là, on est vraiment encore dans le négoce. On négocie le prix, la qualité. C'est presque, je ne vais pas dire du barter, mais c'est vraiment l'essence même du métier. Alors que quand on vend un Nestlé, c'est du gros volume, c'est une qualité standard, ça n'a rien d'excitant. Par contre, eux, aujourd'hui, prennent 50%, voire plus, des achats mondiaux. Donc, c'est comme ça, c'est triste. Je pense que dans beaucoup de secteurs, que ça soit en France dans les années 1900, que ce soit le cuir ou le tissu, voilà, tout s'est délocalisé en Asie et on perd de cet art de négoce des matières premières. Alors voilà, on part maintenant un petit peu de la consommation. Alors la consommation, comme vous pouvez le voir, les plus grands consommateurs de café se trouvent dans l'hémisphère nord, essentiellement donc en Finlande, qui consomme 12 kilos par habitant, ce qui est colossal. Vous allez voir tout à l'heure un peu plus loin la comparaison. Le Canada est pas trop mal situé comparé aux États-Unis. Pour revenir sur un pays producteur et consommateur et torréfacteur, c'est le Brésil. Parce que le Brésil a une très très longue histoire, comme vous le savez. Brésil, je vois qu'il y a un Brésilien là parmi nous. Il a mis son maillot pour faire concurrence Vietnam. C'est très bien. Le Brésil a une culture de torréfaction, de consommation du café. Mais ça aussi, on pourrait en faire un sujet à part parce que c'est quand même quelque chose, c'est pratiquement dans leurs gènes. Je pense que si on fait une analyse des gènes brésiliens, il y aura un peu de café dedans. Mais voilà, donc les consommateurs, le Brésil a une grande consommation de leur propre café. François, je suis désolée de t'interrompre juste 2 secondes, c'est pour des raisons techniques. Il se peut que la connexion soit rompue quand on atteigne l'heure de conférence. Dans ce cas, comme c'est vraiment très intéressant et si tout le monde est d'accord, je vous renverrai dans la minute qui suit un nouveau lien. D'accord? Donc par mail, au même endroit où je vous ai envoyé le premier lien. Et pour toi, par WhatsApp, François. Si tu n'as pas eu de warning, normalement, ça ne va pas couper. Ok, super. Bon, on continue, puis on verra si ça coupe. Voilà, mais que vous sachiez. Donc voilà, donc vous voyez quand même toujours une consommation centrée, mis à part le Brésil, quand même pays occidentaux, avec l'Algérie quand même, qui est un gros consommateur de café ivoirien, indonésien et vietnamien. Voilà, donc la prochaine page, vous avez les détails. Vous allez voir la France qui n'est pas non plus top, elle est dans le 19e. Donc la Finlande, la Norvège, l'Islande, le Danemark, le Pays-Bas, la Suède, la Suisse, la Belgique, le Canada, l'Allemagne. Donc ça reste quand même la consommation énorme, par tête d'habitant, reste quand même en Europe. La France, on est le 19e. Ouais, ok. Les États-Unis sont loin derrière, parce que les États-Unis ils boivent du jus. Je pense que ils sont peut-être restés dans la tradition des guerres de tranchées, à boire leur jus de chaussette. On voit bien, du reste... les cafés américains ne sont vraiment pas extraordinaires, même s'ils mettent parfois du très bon café. Puis on peut boire un Starbucks qui n'est pas bon, mais d'abord, il n'est pas bon parce qu'il est brûlé en règle générale. Vous regarderez dans les... Je ne suis pas là pour faire l'anti-Starbucks, mais quand même, il est brûlé et il n'est pas très bien serré. Donc voilà.
Bim, ça et le Vietnam qui reste à 2 kilos par tête d'habitant, ce qui n'est pas trop mal. C'est un peu moins du double que la France, qui est assez similaire à la consommation en Indonésie. Les Indonésiens consomment un peu plus, mais par tête d'habitant, on reste aussi par 2 kilos de café par an. Et ça augmente. C'est exponentiel au Vietnam. Hein. Donc en gros, François, plus c'est froid... Ouais, pardon. En comparaison, parce que le Vietnam, c'est pas trop mal, mais finalement, c'est pas énorme compte tenu du rôle capital qu'il a joué dans le côté producteur. Ouais. Tu sais combien ils consomment de thé par an? Juste pour avoir une idée de... Bonne question. Je pense qu'on serait... il y a 10 ans, je dirais, on serait au double. Je pense qu'aujourd'hui, on doit être à peu près kiff-kiff. Hein, je pense que le thé a toujours plus j'ai pas le chiffre en tête pour être franc, mais je pense que le thé est toujours au-dessus de la consommation en termes tête de pipe que le café, mais ça commence à se rapprocher, contrairement à la Chine, qui reste quand même encore dans des gros produits consommateurs de thé. Ça, c'est clair. Voilà. Alors, le café vietnamien est le meilleur du monde. Question, parce que si on entend nos amis Viet, c'est le meilleur café du monde. Moi, il y a 20 ans, je ne buvais pas de café vietnamien. Aujourd'hui, je dis, ouais, il est quand même pas mal ce café. Donc après, c'est une question de goût. Je pense que mon palais s'est habitué. Et puis voilà, quoi, hein, c'est comme tout. Hein. Voilà. Alors, on va parler un peu plus du café vietnamien. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une tasse? Alors c'est pour ça, quand Pomme m'a posé la question hier, alors le café vietnamien, patati patata, où se trouve le meilleur café du monde? Je veux dire, mesdames, où est le plus bel homme du monde? Et messieurs, où sont les plus belles femmes? Ça reste très subjectif, parce qu'une tasse, vous allez voir, c'est astringent, c'est corsé, c'est délicat, c'est doux, c'est dur, c'est épicé. Quoi. Genre, vous allez voir, vous avez vu là, ce vocabulaire qui correspond à la présentation d'une tasse de café. Donc voilà, quelqu'un qui est nettement plus sensible aux fruités va préférer les cafés éthiopiens, colombiens. Celui qui veut un café corsé, astringent, un peu piquant, pointu, riche, le café vietnamien va y répondre. Donc voilà, c'est tout un mélange de toutes ces spécificités qui rendent le café complexe pour quelqu'un qui a le palais fin, comme pour le vin, et qui souhaite s'éclater en buvant du café. Donc, la tradition de notre café filtre vietnamien, donc c'est dès l'arrivée en fait des colons, ils ont amené un peu notre café filtre. J'ai eu de la chance, comme je disais à Pomme, d'avoir pour mon cadeau de mariage alors j'ai pas chez moi, il reste que j'ai pas chez moi, je l'ai pas ici, il est resté à Saigon. On m'a offert un magnifique café filtre vietnamien des années 20 en argent massif. Donc effectivement, ça faisait partie des us et coutumes françaises. Et je pense que c'est resté, comme le casse-croûte et comme la sieste, est resté dans les traditions de l'art vietnamien. Voilà. Alors, vous pourrez lire un petit peu plus en détail, mais effectivement, le café vietnamien se présente sous différentes formes. Le café noir chaud, le café noir glacé, le café noir mélangé chaud mais avec du lait, froid avec du lait. Et puis même maintenant, ils rajoutent la noix de coco, et puis ils rajoutent des œufs de canard ou de poule perdrix, on ne sait jamais trop ce que c'est. Enfin bref, aujourd'hui, on a 5-6 types. Je pense que dans 10 ans, ils vont en inventer une vingtaine. Et même vous-même, je pense que le café vietnamien est tellement riche par sa composition. Effectivement, on peut ajouter n'importe quoi et ça fera un bon café. Alors les puritains diront que non, c'est pas un bon café, mais je pense que nous qui vivons au Vietnam, on aime bien un peu faire nos propres mélanges. Mais c'est vrai que le café vietnamien a une spécificité de café chocolat, beurré, avec des goûts de noix parfois. On en parlera tout à l'heure dans le débat, mais c'est vrai que c'est un café quand même très particulier. Et aujourd'hui, je pense que Chung Nguyen et son ancienne épouse sont en train de faire de la promotion de leur café à l'étranger et ça marche relativement bien. Après, ça cogne, parce qu'ils mettent pratiquement 70% de Robusta. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, 70% de Robusta, vous en prenez 2-3 dans la journée, ça plane pour moi, quoi, hein, c'est costaud. Même moi, qui suis un grand consommateur, au bout de 2-3 cafés, voilà, quoi. Voilà, donc comme la prochaine page, on va parler de quoi maintenant? On va parler toujours de la tasse. J'ai passé là, tu la vois? Non. Ah,
Et notre tassiette, c'était la plupart encore okay. C'était ça, ouais. Donc c'était sur Hanoï. Bon, on peut passer. Ah bah voilà, donc c'est la fin. Ah bah voilà. Donc j'ai demandé à notre ami de poser pour nous. Hein, je pense qu'aujourd'hui, il va promouvoir le café vietnamien. Bon, j'espère qu'il n'y a personne qui travaille chez Nestlé ici. Hein. Bon, bah super François, merci. Ouais, désolé, c'était peut-être un peu décousu ou beaucoup trop de choses, mais parce que bon voilà, vous parlez à un passionné de 25 ans de métier, j'étais en Afrique avant, et le café, ça peut partir dans tous les sens. Moi, mon métier, c'est le négoce, donc c'est vrai que la partie où acheter le café vietnamien, il y a beaucoup d'adresses. Je pense que ce qui est important pour vous, mesdames et messieurs, eh ben, c'est de faire votre propre petite recherche. Il y a des cafés maintenant chez Coffee Island qui sont très bons. Chez Tung Nguyen, il y a des très bons cafés. Il y a chez, à chaque fois j'oublie, what's the name of the coffee we drink in the morning là? Anita? Ouais, King Coffee, qui est quand même bien. Même moi aujourd'hui, qui était un fada des cafés purs, je trouve que les 3 en 1, c'est-à-dire 3 en 1, c'est café, lait et sucre, eh bien ça tient la route. Donc c'est vraiment une question de goût et de couleur. Hein. Mais en tout cas, c'est un café propre. Il y a 10 ans, on pouvait tomber malade du café vietnamien parce qu'il y avait des charlots qui mettaient, par exemple, encore il n'y a pas si longtemps que ça, je crois encore 5 ans, qui mangeaient de la poudre de batterie noire et qui mélangeaient dans la torréfaction pour faire un café encore plus noir. Donc je pense que le vietnamien maintenant, qui a eu, avec la publicité, avec la technologie, avec le marketing, avec l'arrivée café importé, change son goût. Et aujourd'hui, le critère noir n'est plus un critère de qualité dans la culture vietnamienne. Dans les villes, à la campagne, c'est encore différent. Hein. Est-ce qu'il existe des bars à café, du coup? Alors oui, il y a des bars à... il y a des bars à café. Alors, je n'ai pas d'adresse, mais vous tapez, il y a maintenant des listes. Hein. J'aurais pu vous donner le lien, je vous donnerai par la suite si vous voulez. Vous tapez Specialty en anglais, Specialty Coffee Vietnam. Et il y en a plein sur Saigon. Alors, attention, ce n'est pas forcément des cafés spécifiques vietnamiens. Alors, il y en a, parce que on peut en parler, mais là encore, c'est une grande discussion. De plus en plus, on voit, et moi-même en tant que négociant, j'en achète un petit peu maintenant, ce qu'on appelle le Honey Process. C'est un café qui a un petit peu de goût, mais effectivement de miel. Et c'est dans le processing, en fait, le café est séché au fait, au lieu de décortiquer et de retirer la fève rouge, ils font sécher à un maximum pendant 15 jours tout le café avec la fève rouge. Et ce qui fait que les sucres qui sont présents dans la peau de la cerise se mettent, en fait, fondent avec la fève. Et en fait, la fève garde ses caractéristiques gustatives et olfactives de la cerise. Parce qu'en fait, si vous mangez une cerise rouge, vous allez voir, c'est très sucré. C'est comme une cerise, en fait. Hein. Un peu moins bon, mais bon, voilà, vous avez tous ces côtés sucrés. Et ça va rester. C'est pour ça qu'on appelle Honey Coffee. Et les Vietnamiens ont senti qu'il y avait un marché là-dessus. Et ça, vous pouvez, donc si vous voyez Honey, c'est un très bon café. C'est un super café qui a même un peu le Honey Coffee, de par sa technique, a une certaine acidité que vous ne retrouverez pas forcément dans le café Robusta classique. Donc, on va dire, pour satisfaire les goûts de tout le monde aujourd'hui, moi, je dirais, prenez du Honey Coffee, c'est superbe. Et peut-être, quitte à voir, peut-être que Paul avait vu, je peux peut-être vous arranger un mélange de Honey Coffee par mes partenaires, là, Folier, faire un petit batch, ou même je vous le torréfie moi-même, et puis je vous envoie 5-6 kilos, puis vous le répartissez, et puis ou je vous le vends, et puis ça va pour la fondation sur ta live, quoi. Bref, on peut voir un truc comme ça avec Paul. Mais c'est vrai que le Honey Coffee, c'est vraiment une bonne référence. Et une question de café civette. Alors, le café civette, bonne question. Alors, pour faire simple, le café civette, ce qu'on appelle aussi le café louac. Le louac, c'est un petit renard, un renardeau, une belette, quoi, bref, il y a tous les noms inimaginables, qui était au début en Indonésie et qui effectivement traversait les plantations, mangeait, récoltait. Elles sont gourmandes, hein, les coquines. Elles mangeaient que les fèves rouges, donc qui sont arrivées à full maturité. Donc un café, bien sûr, comme une mangue, hein. Plus le café est mature, plus il va développer ses caractéristiques gustatives et olfactives. Donc les cocottes, hop, elles récoltaient les meilleures graines, et puis bon, après elles faisaient leurs petits excréments à la fin de la course dans les plantations, et les gens récoltaient les excréments, les nettoyaient, et récupéraient en fait les fèves de café qui étaient prises par tous les sucs digestifs de la belette. Alors ça faisait un café extraordinaire qui, le prix aujourd'hui, je sais pas, on parle de 10 fois, 8 fois le prix d'un café normal. Alors les Vietnamiens, on les connaît, nos amis sont rusés,
ils se sont dit, ça marche bien en Indonésie, on va faire la même chose, sauf que nos amis civettes, on va les enfermer dans une cage et on va les nourrir nous-mêmes. Donc, moi, éthiquement et moralement, et même acheter du café civet vietnamien, ça a plus grand rôle, quoi. C'est plus rigolo. Quitte à bouffer le café soi-même et faire son café, hein. Il y a plus grande différence. Après, si c'est du café tracé avec des fermes où on voit qu'effectivement... Mais le problème, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas faire une production de masse parce que les civettes, elles passent, même à la rigueur, elles vont passer chez un paysan A, puis elles vont faire l'excrément 2 jours après chez le fermier B. Donc, tracer la civette, c'est compliqué. Donc, c'est complètement un café nature. Et aujourd'hui, au Vietnam, ils ont tout mélangé, ils les enferment dans des grandes cages. Donc, connaissant quand même si j'aime nos amis, vu la manière dont ils ont traité les ours dans les cages au Vietnam, je pense qu'ils ne traitent pas très bien les civettes au Vietnam, même s'ils récoltent 10 fois plus. Alors, je vais vous dire, je ne vais pas leur casser du sucre sur le dos, j'en ai jamais vu des fermes de civettes. Mais bon, voilà. Allez, moi, j'irai éviter pour l'instant. Sauf si ça vient exactement d'une ferme que vous avez visitée, et le mec vous explique son histoire. S'il a des petits lots, ça peut être possible. S'il dit, écoutez, j'ai 300 kilos de civettes là, de café, ça paraît louche. Voilà. Merci François. On a aussi des commentaires intéressants dans le chat de Mylam, qui disait « Je crois que le café à l'œuf n'est pas une invention moderne, mais repris au goût du jour. L'œuf battu remplaçait le lait dans les périodes de manque. » Alors, c'est tout à fait possible. Vous me posez une colle. C'est tout à fait possible, en sachant qu'effectivement, le lait concentré dans les d'abord était aussi une tradition française des Première et Deuxième Guerre mondiale. Je pense que ça a été apporté ici pendant la guerre d'Indochine et la guerre du Vietnam. Donc effectivement, peut-être que dans le Nord, comme ils avaient moins accès à tous ces petits luxes, effectivement, ils ont peut-être remplacé le jaune d'œuf pour remplacer le lait concentré par le jaune d'œuf. Ça fait sens. Super voilà. François, magnifique présentation François, bravo. J'ai une petite question. Vas-y Claire. Oui. Concernant en fait le moment où on fait du café décaféiné, c'est à quel moment? Bonne question. Alors, il y a une usine au Vietnam. En fait, il y a 2 usines, très peu d'usines dans le monde. Il y en a une au Vietnam et une en Allemagne. Et je crois qu'il y en a une en Suisse. Enfin, on va dire que le marché de décaféination, c'est très spécifique. Et elle se fait au moment où, en fait, moi, en tant que négociant, je pourrais vendre au torréfacteur, et lui, il va torréfier le café, ou je vends aux usines de décaf, qui, eux, par un procédé, vont extracter la caféine du café. Donc, ça se fait en amont, c'est-à-dire quand le café est vert. D'accord ? Et eux-mêmes vont revendre, soit parce qu'ils font partie d'un grand groupe, ils ont leur propre système de torréfaction et ils produisent leur café et l'empaquetent et le vendent sous leur propre marque, soit ils le font torréfier ailleurs ou ils le vendent à des négociants aussi ou à des gens qui sont spécialisés pour faire du commerce de décaf. Mais ça reste un marché très niche. Voilà. Donc pour répondre à votre question, ça se fait au niveau du café vert. Ok. J'ai 2 questions. Salut François, c'est Vincent. Oui, c'est Vincent. La première question, c'est sur les pesticides. Il est très bon au goût. Est-ce qu'il est très bon pour la santé? J'ai entendu dire qu'ils utilisent beaucoup de pesticides au Vietnam, dont certains qui sont interdits dans l'Union européenne. Premièrement. Et deuxièmement, qu'est-ce que tu penses de l'arrivée du commerce équitable pour le marché du café? C'est équitable donc plus pour qui? Et c'était donc pas équitable. Et c'était pas équitable. Qui c'est qui tirait les avantages avant l'arrivée du commerce équitable sur le marché du café? D'accord. Alors, pour répondre à la première question sur les pesticides, alors effectivement, on connaît la fluidité des frontières vietnamiennes, que ce soit par le nord, par le Laos, ou quoi, bref, tout autour du Vietnam, hein, c'est un peu le BINS. Donc, tous les produits chimiques étaient effectivement blacklist de la communauté européenne ou américaine, peuvent continuer à passer par les frontières chinoises essentiellement. Alors, pour être simple, c'est complexe. Parce qu'en fait, plus le marché du café était bas, plus les fermiers mettaient moins d'intrants, parce que c'était un coût. Donc, ils réduisaient ces intrants, donc il y avait moins de pesticides présents dans le café. Mais en même temps, ils achetaient des pesticides moins chers, donc des pesticides de merde, donc importés de Chine.
Donc moins de café, mais moins bon. Enfin, moins bon. Si c'est pas bon, mais plus toxique. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils mettent des pesticides, mais attention, ils ne mettent pas des pesticides, ils mettent des engrais. Le café Robusta est nettement plus solide, comme je l'ai dit tout à l'heure, et plus fort, plus costaud par rapport à la plante de l'Arabica, et donc ne nécessite pas trop de pesticides. Alors, on en met un petit peu, les paysans en mettent un peu, mais comme je l'ai dit, par rapport au miel, quand la floraison est clos, il y a très peu de pesticides, très peu de... Moi, je vois, entre nous, moi, quand je vais dans des plantations de café depuis 20 ans, je vois plus des fertilisants à terre que de sentir des intrants en pesticides. Alors, il y en a un petit peu quand il y a des infectations d'insectes, donc ça, ils sont obligés de traiter, ça c'est vrai. Mais pour aussi répondre à ta question, Vincent, dans tout le process, une fois que le café est torréfié, le résultat à la tasse est très, très, très minime. On va dire aujourd'hui, il y a plus de problèmes à manger une mangue qui a été plombée que boire un café à la sortie. Voilà. Donc il y a encore du travail à faire dans la filière, mais c'est pareil. Si le consommateur est prêt à payer plus ou Nestlé est prêt à payer plus, tout le monde est prêt à payer plus et donc on paye une prime aux fermiers. Mais aujourd'hui, quand le marché est en dessous de $2000 et on dit aux fermiers mettez ces intrants les plus chers, les meilleurs du monde pour protéger les consommateurs en Europe, mais si c'est pour avoir le même prix, le paysan va vous dire merci les copains, allez vous faire foutre. Hein. C'est une question de vie aussi. C'est pas des ONG les pauvres paysans. Donc il y a tout un équilibre à avoir, mais je pense qu'aujourd'hui le café Robusta, il n'est pas si mauvais. Après c'est vrai que attendez là j'ai un bruit de voilà merci. Ce qui s'est passé aussi en même temps, Vincent, depuis 20 ans, ce qui est bien, mais c'est toujours la même chose, il y a toujours à double vitesse, c'est que les demandes, les intransigeances, surtout la communauté européenne et tous les bobos belges et allemands, qui veulent avoir un taux de résidus au minimum, ont mis des lois drastiques pour limiter tous ces intrants dans le café. Alors, ce qui est bien, entre nous, ça fait 50 ans qu'on boit du café, et je ne pense pas que les cancers, l'élan des cancers qu'il y a eu récemment, c'est dû au café. Je pense qu'on a plus de problèmes avec notre blé, nos tomates, nos fraises espagnoles, etc. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais parce que la torréfaction tue beaucoup. Et aussi que quand on a 10 grammes de café à la presse, si on fait en nanoparticules de peste, c'est vraiment très, 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 très limité. Voilà. Donc, je ne suis pas là pour défendre les paysans, mais je pense qu'il y a un équilibre à avoir. Payons plus, ayons un meilleur café. Attends, il y a un souci, François, on t'entend plus. Tu peux rallumer ton chose? Depuis combien de temps vous m'entendez plus? 3 secondes. Ah ben d'accord, j'ai dû appuyer par erreur. Donc je disais, payons un bon prix aux paysans, parce que ce qui se passe dans toute cette chaîne, Vincent, de traçabilité, en général, on apporte un label, par exemple Axablar, il y en a d'autres, hein. Et là-dessus, quand on va voir les paysans, on leur dit, voilà, moi je peux apporter ce label, je peux vous payer ce prix qui est le double, 50% plus cher que le marché mondial, mais je veux ces intrants, ce type de processing, et c'est comme ça. Donc à ce moment-là, on peut amener nos intrants organiques, nos pesticides à base de plantes, etc., complètement organiques. Et là, le paysan est d'accord, parce qu'il n'a pas à me mettre de sa poche, puisque la prime qu'on va lui payer, va permettre d'acheter des intrants organiques plus chers et plus propres pour les consommateurs. Pour revenir à la deuxième question, à l'époque, qui faisait du pognon, alors c'est dommage, mais j'aurais pu le mettre, j'ai oublié là-dedans. J'avais reçu il y a 6 mois, dans le coût de la tasse de café, donc à Paris, à la place de l'Opéra, le café coûte, je ne sais même pas, il coûte 3 €, 4 € maintenant, je ne sais plus. Sur les 4 €, quelle était la partie pour le paysan, pour le négociant, pour les transitaires, etc., tous les intervenants. Et on voyait que là-dedans, c'était 40% pour la location de l'immobilier. C'était aberrant. 40% du coût de votre tasse, ou genre, je ne sais plus si c'était, je crois que c'était le frais de fonctionnement du barman. Voilà.
du bar. Alors, je ne l'accuse pas, parce que lui, il a tous ses coûts de fonctionnement, etc., etc. Donc, c'est très compliqué de savoir. Mais aujourd'hui, en fait, le paysan, je vous dis, aujourd'hui, à $2 000, il va toucher $1 600. Et ensuite, la torréfaction va prendre sa marge. Mais c'est vrai que si on fait un achat direct au paysan par un petit brûleur, moi, en fait, pour résumer, Vincent, si vous avez le budget ou si vous avez décidé de boire moins de café, mais du meilleur café, achetez du café au brûleur de votre coin, que ça soit au Vietnam, en France, en Italie, n'importe où. Parce que, il va avoir un côté commercial qui est sympathique, il va vous expliquer, il va vous dire qu'est-ce que vous préférez, un café corsé, un café fruitier, un café par amour, je ne sais pas, vous êtes allé en Éthiopie, vous aimez bien ce pays, vous voulez boire du café éthiopien, allez-y, puis payez plus cher, c'est pas grave. Et là, effectivement, en général, les petits brûleurs vont faire ce qu'on appelle la traçabilité. Il va savoir d'où vient le café. Voilà, Vincent, pour répondre à ta question, parce que ça peut partir dans tous les sens. Super, mais on a bien débordé, mais en même temps, c'était fascinant. François, merci. Est-ce que d'autres personnes veulent encore intervenir? Non? J'en profite pour vous demander s'il y a des sujets de conférences que vous avez envie qu'on aborde, des sujets qui vous tiennent à cœur. Dites-le nous soit maintenant, soit en nous envoyant un petit mail. On est tout à fait prêt à y réfléchir. Dans le chat, éventuellement. En tout cas, par contre, ce qui pourrait être sympa, Pomme, si un jour on pouvait se réunir, moi je suis barré dans ma jungle encore pour quelques mois, mais bon, se faire une petite dégustation de café avec plaisir. Comme ça, notre amie Claire pourra ramener un peu de café du Brésil. Et puis faire des... Voilà, parce qu'après, quand on parle, le vin, vous connaissez mieux, donc c'est plus facile à décrire, mais le café, c'est vrai que, surtout si on met un peu du sucre, ça cache beaucoup d'arômes et de belles parties du café. On peut se faire une petite un matin, et même si je ne suis pas là, moi je vous envoie des échantillons et puis vous faites une préparation. Non, je ne sais pas si parmi vous... il faudrait qu'il soit là, François. Bon, donc on va attendre que tu reviennes. On fait ça. Voilà, on fera ça à Talaï. Ou à Talaï, sur un week-end, pourquoi pas. Attends, là on voit grand là. Voilà. Sans pesticides et sans pollution. Et sans Covid. Quoique le Covid, il se balade un peu, mais bon, pas dans la forêt. Super, c'est noté. Je note aussi le sujet sur la déforestation. Je pense que ça va en intéresser plus d'un aussi, donc on se reparle François. Dernière chance, si quelqu'un veut encore intervenir. Non, on est bon. Un grand merci François, un super avec plaisir. À très bientôt. Et puis déguster du café. Et vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous empoisonner. Merci beaucoup. Allez, à Merci bientôt. François. À bientôt. Bye. Bye. Au revoir. Merci. Au revoir.